Bonjour à tous. Au sein du ministère de l'économie, on connaît tous la Direction générale des entreprises, un peu moins sans doute le service d'information stratégique et de sécurité économique. C'est là qu'une équipe veille sur la souveraineté, notamment la souveraineté numérique et technologique. Je reçois aujourd'hui son chef, le chef de ce service, pour l'interroger sur les menaces aujourd'hui, sur cette souveraineté, comment elles évoluent ces menaces, le type d'attaque aussi auxquelles nous faisons face. On parlera évidemment des réponses de l'État également ensemble. Et dans une deuxième partie, je proposerai de découvrir des logiciels libres qui la permettent de conserver totalement le secret, la confidentialité de nos échanges. On terminera cette émission par notre chronique Où va le web comme tous les jours. Mais tout de suite, donc, c'est l'entretien avec Geoffrey Célestin Urbain du CICE DGE. Je reçois aujourd'hui le chef du service de l'information stratégique et de la sécurité économique à la Direction générale des entreprises. Bonjour Geoffrey Célestin Urbain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Smartech. Quand je présente le nom de votre service, on ne sait pas forcément ce qu'on trouve derrière. Je le disais dans le sommaire, c'est là qu'on a une équipe qui veille sur notre souveraineté, notamment notre souveraineté numérique et technologique. C'est-à-dire que vous contrecarrez des attaques, très concrètement ? Oui, c'est ça. Merci beaucoup Delphine de m'avoir invité à cette émission. En fait, c'est ça notre job, c'est de contrecarrer des attaques, mais avant de pouvoir les contrecarrer, c'est de les détecter. Et donc, on a mis en place, il y a à peu près 3 ans, une plateforme qui nous permet, en interministériel, de faire converger tout un tas de sources d'informations pour détecter des menaces le plus tôt possible. Et donc, que protégez-vous précisément ? Parce que quand on parle de souveraineté numérique et technologique, de quoi parle-t-on ? Alors en fait, on protège des actifs stratégiques pour l'économie française. C'est un terme qui est dans un décret, qui est dans le décret fondateur du CICE. Et ces actifs stratégiques, en fait, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, on les a listés. Alors ce sont des listes qui sont protégées par le secret de la défense nationale. Donc normalement, vous ne les trouverez pas dans la nature. Donc là, vous n'avez pas à nous présenter la liste, par exemple. Exactement. Si vous pouvez nous donner des exemples. Oui, alors je ne peux pas vous donner des exemples d'entreprises, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a 3 listes qui forment un peu notre référentiel. On a une liste d'entreprises stratégiques qui va bien au-delà des grandes boîtes et qui touche tout un tas de secteurs de la souveraineté économique. On touche la santé, les biotechnologies, les transports, l'énergie. Donc on va bien au-delà des secteurs traditionnels qui sont la défense nationale. Les communications également ? On touche les communications, l'électronique, l'agroalimentaire, je ne sais pas si je vous l'ai dit. On a une deuxième liste qui est une liste de technologies critiques pour l'économie française. Et puis on a une troisième liste qui est une liste des laboratoires publics de recherche, qu'on considère comme très sensible aussi pour la sécurité économique. Et en matière de... C'est ces 3 types d'entités. En matière de technologie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Quelles sont ces technologies véritablement stratégiques aujourd'hui pour la France ? Alors là encore, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'elles sont classifiées. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un travail d'identification très fin avec l'ensemble des administrations, avec le secteur privé, pour justement regarder finement dans chacun des secteurs quelles sont les briques technologiques sur lesquelles on ne peut pas se permettre d'être dépendant stratégiquement à l'égard de l'extérieur. On porte une vision spécifique en France au sein de l'Union européenne ? On porte une vision qui est relativement en pointe sur la souveraineté économique, c'est vrai. Donc la France joue un vrai rôle d'entraînement par rapport aux autres pays européens. Et en Europe, on parle peut-être un petit peu moins de souveraineté, on parle plus souvent d'autonomie stratégique, qui est un concept qui a le mérite de réconcilier souveraineté et libre-échange, en fait, ouverture des économies. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu des évolutions dans la manière d'aborder cette question de protection de la souveraineté ces dernières années, puisque vous avez été nommé à la tête du CICE, donc le service d'information stratégique et de sécurité économique, en 2018. C'est votre 2e mandat en ce moment même. Est-ce que vous avez senti une évolution de la menace, mais aussi une évolution peut-être dans la doctrine française ? Alors en fait, avant la crise Covid et avant la guerre en Ukraine, on avait déjà anticipé ce mouvement d'élargissement de la notion de souveraineté, qui est passé d'une conception assez restreinte, finalement, très très régalienne, à une conception large où on met plein de secteurs dedans. Alors avec un exercice quand même rigoureux de sélection de ce qui est vraiment stratégique et ce qui ne l'est pas. C'est aussi ça qui fonde notre légitimité. Mais ce qu'on a vu ensuite avec le Covid et avec la guerre en Ukraine, c'est finalement une poursuite de ce mouvement historique d'élargissement. Et donc aujourd'hui, on n'a vraiment plus aucun tabou et on regarde de manière assez stratégique des secteurs qu'auparavant, on n'aurait pas forcément regardé. Un exemple, c'est que... Ça veut dire que votre équipe a grandi en même temps que
Elle a un petit peu grandi. La de veille manière s'est assez élargie. marginale. Ouais. En fait, on a vraiment fait un gros effort d'organisation en interne et on a branché tous les tuyaux, les services de renseignement qui sont l'une des sources privilégiées que l'on manipule, évidemment, nos délégués en région, les délégués du service. Donc il y a eu un gros effort d'ingénierie administrative pour bien brancher tous les tuyaux et puis pour faire en sorte que pour chaque alerte, on en a à peu près 700 par an maintenant, hein, ça a doublé depuis 2020, pour chaque alerte, on a une réponse forte de l'État pour neutraliser ou contrecarrer la menace étrangère. Alors, quel type d'alerte recevez-vous ? On reçoit plein de choses en fait. Alors déjà, on reçoit énormément de signalements et notre premier travail, c'est de caractériser ces signalements, de les qualifier. Donc on fait un premier travail de tri. Est-ce que ces signalements sont constitutifs d'une alerte de sécurité économique ou pas ? Et en fait, on est en présence d'une alerte lorsque une des entités que je vous ai rappelé tout à l'heure, une entreprise stratégique, une techno ou un laboratoire sensible est impliqué dans l'opération. Et si on est en présence aussi d'un acteur étranger qui est potentiellement problématique, dont le profil de risque est problématique. Et quel type de menaces vous pouvez nous préciser ? Parce qu'on connaît bien les cyberattaques, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Alors il y a un peu de cyberattaque, évidemment. Et dans les cyberattaques, en fait, il faut distinguer quelle est la finalité de la cyberattaque. On peut avoir des cyberattaques purement frauduleuses qui relèvent de la délinquance financière pour extorquer de l'argent. Ouais. On peut avoir aussi des cyberattaques plus stratégiques, soit pour déstabiliser l'entreprise française au plan économique, soit pour lui pomper des informations sensibles. Et là, vous travaillez avec l'ANSSI ? On travaille avec l'ANSSI sur ces sujets. Ouais. Ouais. Alors l'ANSSI est vraiment spécialisée là-dessus. Nous, on n'a pas d'équipe de remédiation cyber. En revanche, nous, on intervient quand l'attaque elle a des dimensions économiques, des effets disproportionnés sur l'entreprise. Et comment vous travaillez ensemble ? Qui fait quoi alors dans ce cas-là ? Nous, on ne se préoccupe pas du volet technique, c'est-à-dire la remise en fonctionnement du système d'information, la recherche de l'origine de l'attaque, l'attribution de l'attaque, tout ça, c'est des choses qu'on ne regarde pas. En revanche, nous, notre valeur ajoutée, c'est dans la coordination d'un plan de remédiation d'ensemble où l'ANSSI va avoir son mot à dire, mais où nous aussi, on aura notre mot à dire si l'entreprise nécessite d'être accompagnée par d'autres volets qui relèvent vraiment purement de Bercy. Et là, vous référez directement à Bruno Le Maire, à Jean-Noël Barrot au numérique ? Un peu des deux, ça dépend des sujets, mais effectivement, le ministre dont c'est l'attribution, la politique de sécurité économique, c'est le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Et au-delà des cyberattaques, je peux vous donner d'autres exemples. En fait, 40% des menaces sont des menaces de nature capitalistique, donc prise de contrôle d'une entreprise stratégique française, ou également déstabilisation d'une entreprise française avec quelques pourcentages au capital. Il n'y a pas besoin de prendre le contrôle d'une entreprise avec 30 ou 40% du capital. Parfois, quelques pourcents suffisent, avec des fonds activistes, typiquement. Et puis, on a 40% des menaces aussi qui concernent la captation de propriété intellectuelle ou de data, de données très sensibles pour l'entreprise. Donc là, il s'agit aussi de sensibiliser ces entreprises sur lesquelles vous veillez à la protection de leurs données. Absolument, on a un volet sensibilisation aussi, on ne fait pas que du défensif. Et le défensif n'est efficace que si les acteurs économiques eux-mêmes se protègent déjà à la base. Ouais. Alors pas juste pour le bénéfice de la souveraineté, mais aussi pour leur propre bénéfice. Parce qu'il y a l'opérateur d'importance vitale qui a des obligations, mais puisque le spectre est de plus en plus large, vous nous l'expliquez, j'imagine qu'il y a des entreprises qui ne sont pas forcément contraintes par la loi de protéger certaines données et qu'il va falloir éduquer sur ce sujet. Tout à fait, et là on est effectivement dans la pédagogie et dans la sensibilisation. Puisqu'effectivement, les entreprises stratégiques qu'on protège n'ont pas un régime juridique de droits et d'obligations comparable à celui que vous avez rappelé sur les OIV ou sur les OSE, les opérateurs de services essentiels pour le cyber. Et donc, on fait un gros effort de sensibilisation, pas uniquement vers les entreprises stratégiques, mais vers l'ensemble du tissu de PME, de TI, de laboratoires, de recherche aussi, qui sont très ciblés par la menace étrangère. Et donc, on a fait un kit de fiches pédagogiques, de fiches réflexes, en fait, qui sont sur le site du CICE. Et on a travaillé aussi avec les fédérations d'entreprises sur un guide de protection de la data sensible qui permet aux entreprises de savoir quand est-ce qu'elles doivent venir nous solliciter, notamment au titre de la loi de 1968, qui est une loi de protection des informations de souveraineté. Oui. Quand une entreprise est sollicitée par une autorité publique étrangère pour obtenir des données potentiellement importantes pour la souveraineté, elle doit venir voir le CICE obligatoirement. Et donc nous, on va l'accompagner pour filtrer les informations que cette entreprise a le droit de transmettre et celles qu'elle n'a pas le droit de transmettre et l'accompagner dans la procédure. Et ça, c'est un volet important d'accompagnement des entreprises sur la partie protection des data. Vous nous avez donné un chiffre sur le nombre d'alertes que vous recevez chaque année. Quelle est la part qui attaque directement la souveraineté numérique technologique ?
Alors, on a à peu près un petit peu plus d'un quart des alertes que l'on traite qui concernent le secteur des communications et de l'électronique. Et ça, c'est en évolution? Alors, cette part, en fait, elle a relativement peu bougé. Ce qui a beaucoup bougé, c'est globalement l'intensité de la menace Ouais. et la volumétrie des alertes qu'on traite. On était à peu près 350 en 2020, l'année où on a mis en place cette plateforme de traitement. Et maintenant, on est à 700. Et donc, on est à peu près à 60 nouvelles alertes par mois à traiter. Ça fait 2 nouvelles alertes par jour, en moyenne. Hein. Et donc, c'est compliqué parce que c'est du flux. Hein. Chaque Et vous jour, êtes combien au CICE pour on est 54 au total. surveiller tout ça? Ok. Voilà, on a une trentaine de personnes à Paris et puis 20 délégués qui sont placés auprès de chaque préfet de région, qui sont nos indiques de terrain. Quel type de menaces nouvelles vous voyez arriver? Alors, on a pas mal de menaces qui sont liées à l'extraterritorialité, Ouais. donc le maniement de l'arme normative, le lawfare en anglais, c'est-à-dire l'utilisation de législation étrangère pour imposer des pertes économiques, pour déstabiliser certaines entreprises européennes. Alors, tout ne relève pas de l'extraterritorialité agressive, mais on en a eu quelques exemples au cours des dernières années. Et un de nos objectifs, c'est justement d'accompagner les entreprises face à ces dispositifs normatifs agressifs. On l'a vu en matière sur certains secteurs technologiques où plusieurs puissances étrangères ont essayé de mettre des restrictions à l'export pour perturber les chaînes d'approvisionnement d'entreprises situées dans d'autres pays considérés comme rivaux. Donc les entreprises françaises se retrouvent un peu entre le marteau et l'enclume. Et donc on doit les accompagner pour gérer ces conflits de droit, en fait. Alors nous, dans Smartech, en matière d'extraterritorialité, on s'intéresse beaucoup à la question des données. On n'a plus de bouclier aujourd'hui en Europe. Le Privacy Shield est tombé. On sait que Joe Biden a présenté un nouveau cadre juridique pour garantir la sécurité, enfin la conformité en tout cas, aux exigences européennes dans le cadre de la sortie de données du territoire européen. On a un premier avis qui a été rendu par le Comité européen à la protection des données qui voit des améliorations dans ce que propose l'administration américaine, mais reste quand même très inquiète. Quel est votre regard, vous? C'est un sujet que vous adressez, j'imagine, hein, sur cette question du cloud souverain. Alors sur le cloud souverain, justement, la Direction générale des entreprises et mon service sont en première pointe. On a deux approches qui sont complémentaires. Une approche de protection des données, donc défensive. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les données que l'on veut protéger pour notre souveraineté économique, qui sont un sous-ensemble des données sensibles des entreprises, hein, tout n'est pas sensible pour la souveraineté dans ce qui est sensible pour les entreprises, comment est-ce qu'on le protège à la fois au plan cyber, donc ça c'est moins le volet opérationnel pour mon service, c'est plutôt l'ANSSI qui va regarder ces volets-là, et comment est-ce qu'on les protège en termes d'immunité face à des législations extraterritoriales. Vous avez des législations qui permettent à des autorités de poursuite étrangères d'aller récupérer de la donnée dans le cadre d'enquêtes pénales transfrontalières sans que l'entreprise à qui appartient la donnée soit forcément notifiée. Donc Mais on a des outils, nous, en France, pour lutter contre ça? On a la loi de 1968, qui est un outil un peu méconnu, mais qui est en train de vivre une nouvelle vie depuis une réforme du printemps 2022, et qui nous permet d'opposer concrètement un motif de souveraineté lorsqu'une autorité publique étrangère vient demander des données ultra importantes pour les intérêts économiques essentiels de la nation. Mais ça c'est si elle arrive en frappant à la porte et demandant officiellement à accéder aux données. Ce n'est pas toujours le cas. Alors il y a le deuxième volet, il y a le volet effectivement protection qu'on essaie de parfaire, qu'on a pas mal renforcé avec la loi de 1968, et puis un volet industriel et technologique, c'est-à-dire comment on fait en sorte de promouvoir des offres qui elles-mêmes sont des offres tricolores, des offres européennes, qui ont elles-mêmes un profil de risque en termes de captation de données qui sont beaucoup plus faibles. Et là, quel pouvoir vous avez sur les grandes entreprises quand elles vont choisir justement leurs fournisseurs technologiques? Alors il y a tout le travail qui a été fait autour du label Secnum Cloud renforcé, qui a été un travail qui a été mené par l'ANSSI, avec le ministère de l'économie et des finances. Avec votre service également? Absolument. Nous, on a regardé le volet juridique, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les offres de cloud qui arrivent sur le marché à partir de maintenant obéissent à un cahier des charges hyper exigeant en matière de souveraineté. Justement, souveraineté cyber, et puis sécurité numérique, et puis sécurité juridique. Donc nous, on a travaillé sur ce volet-là qui n'existait pas auparavant. Avant, l'État, dans le label Secnum Cloud, ne regardait que le volet cyber. Et donc ce qu'on a fait, c'est que l'ANSSI a renforcé le volet cyber, et nous, on a mis en place un nouveau volet juridique pour éviter des captations extraterritoriales. Et ça veut dire qu'il faudrait imposer donc, à un certain nombre d'entreprises qui détiennent des données stratégiques de passer par ce label, par ces solutions labellisées?
Alors pour l'instant, ça reste un label, donc on est encore sur une incitation, sur une orientation Ouais. du marché, mais les labels peuvent être assez puissants pour orienter le marché. Donc on n'est pas au stade de l'obligation, et on est au stade vraiment de faire fonctionner ce label, instruire les demandes d'obtention du label qui seront faites à l'État, etc. Et sur le fait que l'écosystème français dit, mais le problème c'est que ce label a des contraintes tellement importantes que finalement, on se retrouve avec une labellisation qui fait rentrer des opérateurs, des solutions étrangères qui, elles, ont les moyens de se mettre en conformité. Alors Ça justement, pose un problème, ça, au sein du CICE, qui essaye de promouvoir les technos plutôt tricolores, comme vous disiez? Justement, c'est les deux approches, c'est-à-dire une approche protection et puis une approche technologie et industrielle. On essaie de faire émerger un écosystème qui qui a fait des progrès assez considérables ces dernières années, jusqu'à avoir des offres totalement compétitives et intégrées, parce que l'un des enjeux qu'on peut avoir sur cette industrie du cloud, c'est d'avoir justement des offres, des plateformes intégrées de services qui couvrent les 3 couches applicatives du cloud et dans des conditions vraiment compétitives pour les clients que vous évoquiez. Et donc, on doit marier un impératif à court terme qui est continuer d'assurer la continuité de l'approvisionnement en fait, des grands clients en offre de cloud, avec des exigences de souveraineté qu'on a justement renforcées, et puis l'émergence justement à court-moyen terme d'une industrie française et européenne qui soit capable de soutenir vraiment la concurrence dans la durée. Alors, je voulais revenir aussi sur le financement des startups, parce que beaucoup de nos pépites dans la tech sont quand même financées par des fonds étrangers. Est-ce que vous allez imposer des limites? Est-ce que vous surveillez ça comme le lait sur le feu? Alors on surveille ça, je ne sais pas si c'est comme le lait sur le feu, mais en tous les cas, ça a été longtemps un angle mort et ça ne l'est plus. Et on ne fait pas ça tous azimuts, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour bloquer ou pour surveiller toutes les opérations de fusion-acquisition ou de levée de fonds que l'on voit passer. En revanche, on est évidemment très très attentif sur le financement des levées de fonds des startups stratégiques. Donc on retombe sur les listes que j'évoquais au début. Et c'est vraiment ça qui délimite notre champ. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ne se contente pas d'analyser les risques de souveraineté, c'est-à-dire une startup qui peut voir son capital à l'occasion d'une levée de fonds basculer complètement chez un investisseur étranger peut être problématique. Donc ça, on est en capacité potentiellement de le bloquer quand il faut, ou au moins de mettre des conditions assez fortes. Et quand on est amené à bloquer ce genre d'opération, ça peut arriver, on ne laisse pas la start-up complètement dans l'impasse, on lui propose des solutions alternatives. On est en train de prendre pied dans l'écosystème de financement, nous, Français, avec des fonds d'investissement, avec les industriels français qui peuvent être intéressés aussi. Et on a un fonds qui s'appelle le fonds French Tech Souveraineté, qui est un fonds financé par le contribuable et qui permet à l'État de prendre des participations dans des startups stratégiques et d'assembler autour de lui, autour du FTS, autour de ce fonds, des tours de table avec d'autres acteurs français. Donc ça permet d'apporter des solutions alternatives à la startup à qui on dit, avec cet investisseur étranger, c'est compliqué. Alors, je sais que vous n'allez pas pouvoir me révéler cette fameuse liste des startups que vous protégez, en tout cas des secteurs que vous regardez au plus près, mais j'imagine que les startups de la cybersécurité, c'est un sujet pour vous, ça? Oui, c'est un sujet pour nous, parce qu'elle rentre dans une filière qui est stratégique justement pour la souveraineté économique, clairement. Après, il faut distinguer les briques, en fait, technologiques cyber qui doivent être absolument maîtrisées ou pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est les entreprises qu'on surveille et qui font l'objet de temps en temps de rachats aussi, de consolidation avec des acteurs étrangers. Donc évidemment, on regarde ces startups comme on regarde les startups qui peuvent être stratégiques pour la souveraineté économique. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas protéger tout le monde, on ne peut pas éviter tous les rachats. Et puis les startups, parfois, elles grandissent comme ça aussi, en partant à l'étranger. Et on n'est pas des ayatollahs d'ailleurs de la chose. On a bien compris qu'il fallait que l'écosystème reste attractif. Une levée de fonds, c'est d'abord une bonne nouvelle. Ça donne des... Qu'est-ce qui fait que la décision, à un moment, va basculer d'un côté ou de l'autre ? Justement, c'est une analyse au cas par cas de est-ce que la start-up en question, elle est stratégique? Est-ce qu'elle a un potentiel d'innovation qui représente un intérêt pour la souveraineté ou pas? Donc là, on se base déjà sur nos listes. Puis si on a un petit doute, en fait, on fait une analyse un petit peu plus fouillée. Et on regarde aussi le profil de l'acteur ou des acteurs étrangers qui sont impliqués dans le tour de table. Est-ce que les risques sont très élevés ou pas? Est-ce que c'est un acteur qui a un agenda stratégique? Est-ce que ce qui l'intéresse, c'est de faire de la prédation sur les technologies? Est-ce qu'il l'a déjà fait par le passé, en France, dans d'autres pays? Et donc, on arrive avec un faisceau d'indices qui nous permet de déterminer effectivement quel type de décision on doit prendre. Donc, c'est pas, je rassure tout le monde, c'est pas arbitraire et puis c'est pas tous azimuts sur l'ensemble des startups françaises. On est vraiment sélectif et rigoureux dans notre action. Alors, je disais que vous étiez dans votre deuxième mandat. Visiblement, c'est assez exceptionnel d'avoir une stabilité sur ce service parce que ce sont des mandats de 3 ans.
Oui, c'est des mandats de 3 ans, oui. Ok. Vous connaissez par cœur ces sujets puisque vous êtes sorti de l'ENA, vous êtes rentré à Bercy. Donc c'est un peu votre... Sur autre chose quand même, mais... Sur d'autres sujets, sur l'environnement, sur l'agriculture, c'est ça aussi. Mais disons que vous en connaissez toutes les arcanes. Dans votre équipe, quels sont les profils des personnes qui travaillent avec vous? On a vraiment de tout, là, pour le coup. On a un melting pot, là, parmi notre 50aine d'agents. On a des agents de la fonction publique, des fonctionnaires qui ont fait leur carrière à Bercy ou dans d'autres ministères. On travaille beaucoup avec les ministères régaliens, c'est une des particularités. On a des représentants d'autres ministères, en fait, chez nous. Et puis, on a plein de gens qui sont issus du secteur privé avec des formations très diverses. Sciences Po, école de commerce, on a pas mal d'ingénieurs, on a des data scientists parce que évidemment l'aspect automatisation de la veille, le fait de se doter pour notre service justement des meilleurs outils de veille, ça implique d'avoir des gens qui sont assez calés dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est vraiment tout un tas de profils. Donc n'importe qui peut effectivement avec son profil représenter un intérêt pour le service. Alors il faut aimer les sujets de souveraineté évidemment. Et puis, il faut aimer l'action parce qu'effectivement, les 700 alertes par an, avec une équipe qui, somme toute, est assez restreinte, c'est effectivement pas mal de boulot. Et on est très attractif en pratique. On suscite évidemment beaucoup d'intérêt. Bon, on va terminer sur cette question, sur l'évolution de notre politique en matière de sécurité économique. Est-ce que ça a vraiment changé, là, si on prend sur les 20 dernières années, avec l'explosion du numérique? Je vais vous faire une réponse assez humble. Je regarde assez peu dans le rétroviseur. On a longtemps parlé au sein de l'État d'intelligence économique. Nous, on fait de l'intelligence économique, c'est-à-dire que toute cette gestion de l'information stratégique qui arrive au sein du service, on la met au service de notre politique de sécurité économique pour protéger. Et par ailleurs, l'aspect sensibilisation rentre dans notre politique d'intelligence économique. Par contre, ce qui a vraiment changé radicalement, c'est le fait qu'on ait une vraie politique publique maintenant. C'est-à-dire qu'on est en capacité de dire les informations qui rentrent, de les coter, de les caractériser, et à la fin, on a une réponse de l'État. Je peux vous donner des statistiques, je peux vous donner des chiffres, je peux vous renseigner sur l'efficacité de cette politique, et ça, c'est un vrai changement majeur par rapport au passé. Alors, donnez-moi juste pour terminer un chiffre qui me montre l'efficacité de cette politique. 700 alertes par an traitées, 100% des alertes qui sont traitées, c'est notre objectif de toute façon. Et je pense que ça résume tout. On est sur toutes les balles possibles. Et dans ce couloir de nage qu'est la souveraineté économique, on est vraiment maintenant armé pour lutter contre tout type de menaces étrangères. Merci beaucoup. C'était le grand entretien de Geoffrey Célestin Urbain, chef du service de l'information stratégique et de la sécurité économique à la Direction générale des entreprises, donc au ministère à Bercy. Merci beaucoup. On se retrouve juste après la pause. On va continuer de parler de la sécurité dans le numérique avec un regard sur ce que permettent les logiciels libres. Bienvenue dans la deuxième partie de Smart Tech, votre émission sur le numérique et l'innovation. Ici, on parle de tout, y compris du monde du libre, dont on ne parle pas assez, je trouve, dans ces émissions sur la tech. Alors, heureusement, c'est chose réparée grâce à Jean-Paul Smets qui vient régulièrement nous faire un point sur le monde du libre. Aujourd'hui, Jean-Paul, PDG de Rapid Space, je le rappelle, tu es venu accompagné de Ludovic Dubost, fondateur de XWiki, dont on va parler, éditeur de logiciels libres, bien évidemment. Mais avant de vous donner la parole, Ludovic, on va faire un point avec Jean-Paul sur ces logiciels libres qui nous permettent de vraiment garantir une confidentialité de nos échanges. Ça fait un peu le lien avec ma conversation avant avec le chef du CICE. Alors en Europe, en tout cas, en ce moment, on envisage l'adoption d'un nouveau Privacy Shield, donc ce bouclier juridique qui doit apporter des garanties sur le transfert de nos données privées aux États-Unis. Garantie que ce soit bien en adéquation avec les exigences européennes en matière de protection de la vie privée. Et puis d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, Facebook menace déjà de suspendre ses services au printemps. De son côté, le Comité européen de la protection des données, je l'ai dit tout à l'heure aussi, a fait part de ses nombreuses réserves, inquiétudes sur l'approche qui est proposée par l'administration Biden. Bon, on voit que protéger donc, notre vie privée, c'est pas gagné, c'est pas facile. Est-ce que dans ce domaine, Jean-Paul, vous pourriez nous recommander des logiciels libres nous permettant de nous protéger nous-mêmes ? Il y en a beaucoup, ça s'appelle les logiciels libres à divulgation nulle. Ce sont des logiciels qui ont été imaginés pour protéger notre vie privée, en étant conçus techniquement dès l'origine pour ne révéler aucune information quand on partage ou quand on stocke des documents. L'un des plus anciens logiciels s'appelle GNU Privacy Guard. C'est la mise en œuvre du célèbre protocole de chiffrement PGP.
le protocole où on a une clé publique que l'on partage avec ses interlocuteurs, qu'ils utilisent pour chiffrer les messages, et ensuite on utilise sa clé privée, que l'on garde bien au secret, pour déchiffrer les messages que l'on a reçus chiffrés avec la clé publique. Le problème de PGP ou de GNU Privacy Guard, c'est que c'est un peu compliqué à utiliser parce qu'en fait, il faut qu'on sache en fait avec qui on discute. Et donc, il faut avoir confiance dans l'identité des gens qui portent la clé. Et jusqu'à récemment, en fait, l'échange de clés se faisait dans des espèces de grandes fêtes, des key signing parties, comme il y a eu par exemple au FOSDEM en 2008. On voit en randonnion généralement des développeurs qui échangent des cartes de visite avec les informations qui permettent de s'assurer que les clés échangées correspondent bien à l'identité de la personne que l'on a en face de soi. Et cette approche, bon, ça marche, mais... C'est sympathique. C'est pas très grand public. Ouais. Donc, en dehors des grands spécialistes de la sécurité ou des gens qui avaient vraiment un besoin de GNU Privacy Guard, ça a été peu diffusé. Et comme c'est peu utilisé, on va dans un pays où on veut rester discret et on est le seul à utiliser GNU Privacy Guard, c'est la meilleure façon de se faire repérer par les services de renseignement qui aujourd'hui, même dans un petit pays d'Afrique de l'Ouest avec quelques ingénieurs, sont capables de mettre en œuvre un système de renseignement ciblé complet. Donc le renseignement de masse, c'est seulement à la portée des grands États. Le renseignement ciblé qui permet de casser les clés GNU Privacy Guard, c'est à la portée de tout petits États avec très peu de personnes. Donc ce qu'il faut, c'est une solution qui soit utilisée par un maximum de personnes pour qu'on puisse se fondre dans la masse, pour pas se faire repérer. Donc il faut que ce soit facile à utiliser. Et donc la grande innovation des dernières années dans les logiciels à divulgation nulle, c'est la facilité. C'est ce qu'apporte par exemple CryPad qu'on utilise toi et moi. Ouais. Et dans CryPad, la grande astuce, ça a été en fait quand on s'échange l'URL, donc le lien vers un document, au milieu du lien, on a un signe dièse. Et tout ce qui est à droite du dièse, c'est en fait les informations qui permettent de déchiffrer le document. Et ce qui est à gauche du dièse, c'est ce qui permet au serveur de savoir quel est le document qu'on va chercher. Ce qui fait que le serveur... C'est super parce que je comprends enfin comment est constitué le lien sur lequel je clique tous les mois. Oui. Et donc, on va chercher le document avec la partie gauche, le navigateur le récupère et utilise la partie droite qui n'a pas été transmise au serveur pour le déchiffrer. Et donc comme ça, on a un système d'échange de clés qui ne nécessite pas de faire des key signing parties. Alors, le deuxième logiciel, je trouve, qui est une très grande avancée, s'appelle DeltaChat. Ça a été fait par des Allemands de Mer Linux, financé par la Commission européenne, financé par des associations également aux États-Unis, pour les activistes ou pour les journalistes en Chine, en Iran, en Corée du Nord, pour avoir l'équivalent d'un WhatsApp. Mais au lieu d'utiliser du HTTP ou du web, ça utilise l'infrastructure du mail, qui est la seule qui est censurée nulle part. L'échange de clés est automatique. Et grâce en fait à DeltaChat, beaucoup de gens, qui n'ont pas besoin d'être très formés, arrivent à avoir de la vraie sécurité. Dernier exemple, Caucase, c'est un logiciel pour les opérateurs de cloud. L'idée, c'est que si on a une application dans le cloud qui doit se connecter à une base de données dans le cloud, l'application doit bien avoir un mot de passe pour se connecter à la base de données. Et on veut en fait qu'elle soit configurée automatiquement. Généralement, l'opérateur de cloud a une copie du mot de passe ou de la clé et donc en fait peut accéder aux données stockées chez lui. Caucase, c'est une technique qui permet en fait à l'opérateur de cloud de ne pas être au courant du mot de passe qui a permis à l'application dans le cloud de se connecter à la base de données dans le cloud. Et si en plus le cloud devient du edge, tout est hébergé chez l'utilisateur, donc seul l'utilisateur connaît les clés, les données et donc aucune information ne peut être divulguée. Donc ce sont des solutions qui sont très prisées par les dissidents dans les pays où c'est très compliqué de faire face à la dictature informationnelle. Je pense à la Chine, à l'Iran. Est-ce qu'en France, on a véritablement besoin d'utiliser ce type d'outils ? Alors moi, je pense que oui, et je vais vous raconter une anecdote qui permet de bien comprendre pourquoi. Donc il y a 2 ans, avec un groupe de PME, nous avons déposé un projet dans le domaine de la 5G virtualisée. Oui, dont on a parlé, on a fait un petit reportage dans Smartech la semaine dernière. Ouais. Alors tout va bien, on a gagné le projet, on est financé pendant 5 ans, tout est magnifique, génial, merci l'État. Après, dans le processus d'obtention du projet, on a voulu introduire une grande innovation. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les réseaux 4G ou 5G, il y a un composant qui s'appelle le cœur de réseau. Vous attaquez le cœur de réseau, où il y a un bug dans le cœur de réseau, c'est tout le réseau à l'échelle du pays qui tombe.
Donc c'est un point très faible dans les grands réseaux de télécom. Et c'est déjà arrivé que l'opérateur historique, qui pourtant est un des plus robustes en termes de gestion et de qualité, en 2012, pendant une journée, panne globale du réseau. Donc notre idée, c'est de dire, au lieu d'avoir un cœur de réseau qui peut se faire attaquer, on va avoir des dizaines de milliers de cœurs de réseau, un derrière chaque antenne, comme ça. Même principe, on se fond dans la masse. Oui. N'importe lequel tombe, tout continue à marcher. Ok. Donc c'est beaucoup plus sûr qu'un système centralisé. Eh bien, le principal opposant à cette approche, ça a été l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui était en fait associée au processus de sélection du projet. Donc c'était extrêmement étonnant. Et l'ANSSI, en fait, ce qu'on a dû faire, on a dû promettre de conserver une architecture centralisée, c'est-à-dire une architecture qui peut être détruite par l'ennemi facilement. On a dû promettre de continuer à avoir des portes dérobées dans le cœur de réseau pour être conforme à certaines lois qui s'appliquent aux opérateurs de télécom. Donc on a dû promettre de continuer à faire quelque chose qui donne les moyens à l'État d'organiser des interceptions sur le réseau de télécom. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en France, on impose des backdoors. Oui. C'est que ces affaires de portes dérobées exigées par la NSA auprès des acteurs technologiques, en fait, ce n'est pas qu'une histoire qui se passe aux États-Unis, qu'on a ce même type de pratique que l'État demande aux opérateurs technologiques de laisser des portes ouvertes. Oui, c'est la même chose. Et donc, ça pose une question de confiance aujourd'hui. Est-ce que je préfère une messagerie à divulgation nulle comme Delta Chat ? Ou est-ce que je préfère une messagerie qui a reçu une qualification de l'ANSSI ? Comment puis-je être certain que la messagerie qualifiée ne va pas avoir des portes dérobées, sachant ce qui nous est arrivé dans le projet ? Moi, personnellement, je préfère une messagerie à divulgation nulle dont je peux vérifier le fonctionnement. Par ailleurs, dès qu'on met des portes dérobées, en fait, le problème, c'est qu'elles sont faites pour l'un, mais ensuite, quelqu'un d'autre y a accès. Tôt ou tard, il y a une fuite de données. C'est sûrement pour ça que la plupart des avocats, syndicalistes, les militants, tous les gens qui, en fait, sont réellement sensibles à la vie privée préfèrent utiliser des logiciels libres à divulgation nulle. Donc, si on pousse le raisonnement plus loin, ça veut dire que ces solutions zéro knowledge sont davantage rassurante si on cherche à installer la confiance dans le monde numérique. Et tu nous dis même que c'est une meilleure solution que les solutions de cloud de confiance. C'est clairement une meilleure solution parce qu'en fait, tous les efforts qu'on voit aujourd'hui pour créer un cloud de confiance, une IA de confiance, un métaverse de confiance, leur limite, c'est la culture très spécifique du monde de la cybersécurité et du renseignement. Et cette culture, c'est une culture où les gens ont tendance à préférer des architectures centralisées opérées par des gros acteurs, parce qu'en fait, quand c'est centralisé et quand on a peu d'interlocuteurs avec qui interagir, c'est plus facile à la fois de les protéger et à la fois de les surveiller. Et ça peut être étonnant, mais la culture du monde du renseignement ou de la cybersécurité, pas qu'en France, partout dans le monde, a beaucoup d'éléments communs avec la culture technique des hyperscalers américains. Et elle est en fait souvent très éloignée de la culture des éditeurs de logiciels européens, notamment de ceux qui s'intéressent réellement à la vie privée. Donc moi, tout comme le réseau centralisé en fait, des opérateurs de télécom que nous demande l'ANSSI avec ses portes dérobées, je pense que le numérique de confiance aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu résilient, peu agile, peu protecteur de la vie privée. Et je pense qu'une entreprise qui veut vraiment protéger le secret des affaires, qui ne veut pas subir ce qui est arrivé à Frédéric Pierucci, a tout intérêt à se tourner vers des solutions à base de logiciels libres à divulgation nulle, qui ont déjà été particulièrement éprouvées dans le edge, le cloud ou l'intelligence artificielle. Ludovic Dubost, je voulais vous entendre réagir à, plus que la chronique de Jean-Paul Smets, à son témoignage qui nous dit qu'aujourd'hui, pour raison d'État, finalement, on impose aux opérateurs technologiques de laisser des technos plutôt centralisés, plutôt garantis par quelques opérateurs importants qu'on sait maîtriser, avec qui on peut discuter, que l'on demande à laisser des portes dérobées pour pouvoir y accéder et pourquoi pas écouter ce qui se passe sur le réseau. Quelle est votre réaction ?
Alors, je suis déjà tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Paul, et c'est une très bonne présentation orientée sécurité, parce qu'il faut savoir aussi que dans les logiciels à divulgation nulle, il n'y a pas que la problématique de sécurité, il y a aussi toute la problématique de tracking, de non-respect de la RGPD, qui est aussi un problème de confiance entre les utilisateurs et beaucoup d'entreprises qui fournissent des services numériques. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que font les gens avec les données, et ce, malgré la RGPD qui oblige à le déclarer. Donc ça, c'est un premier élément qui est très important. Alors, sur les backdoors, effectivement, il y a des risques très importants. Alors, aujourd'hui, nous, on ne nous a jamais demandé de mettre une backdoor dans notre logiciel. Légalement, en France, ce n'est pas prévu par les lois. Ce qui est prévu, c'est certaines choses sur l'enregistrement de ce qui se passe, mais c'est des choses qui restent encore un peu floues. Mais il y a en ce moment une loi en discussion au niveau européen qui s'appelle Chat Control, qui est, de notre point de vue, extrêmement dangereuse, qui vise à imposer aux opérateurs qui font du chiffrement un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un peu dangereux. Donc il y a des risques un peu dans ce domaine. Donc il faut faire un peu attention à ça. Alors, est-ce qu'il y a une mobilisation de l'écosystème numérique en France? Parce que, par exemple, là, on a une affaire encore, c'est au Royaume-Uni où WhatsApp, enfin Facebook, Meta, WhatsApp, refuse de répondre aux demandes du Royaume-Uni, justement, pour affaiblir sa protection des conversations chiffrées de bout en bout. En France, on n'entend pas tellement l'écosystème sur ces sujets. Hein. Enfin, je ne sais pas, Jean-Paul? Je pense que l'écosystème d'aujourd'hui et d'il y a 20 ans a beaucoup changé. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que dans, on va dire, certains groupes de personnes qui peuvent se sentir discriminés, il reste en fait une forte conscience des besoins de vie privée. Donc il faut aller chercher, nous, peut-être moins dans les communautés du libre, mais plus dans des communautés de personnes qui se sentent discriminées dans certains États. Alors, nous, ce qu'on cherche à faire, justement, par rapport à ces problèmes-là, c'est on n'est pas les régulateurs. Donc, et effectivement, la mobilisation, c'est un travail, mais c'est un travail qui est très lourd. Nous, on a préféré dire... Faisons des solutions. Proposons des solutions, mettons en place des logiciels. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai un peu arrêté d'essayer de lobbyer pour expliquer qu'il y a des problèmes dans le numérique. Il y a d'autres gens qui le font très bien. Il y a plein de problèmes dans le numérique. Ça, c'est une chose qui est établie aujourd'hui. Mais par contre, il faut travailler pour proposer des solutions. Et ça, c'est ce qu'on a voulu faire avec CRIPAD. C'est vraiment montrer que c'était possible. Déjà, parce que c'est pas si facile que ça. C'est une technologie qui est complexe. Et donc, on a voulu montrer que c'était possible, et on pense qu'on y est arrivé. Et donc, aujourd'hui, c'est possible. On peut faire des logiciels très avancés en termes de collaboration à base de chiffrement. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on protège pas mieux les informations des utilisateurs. Vous vous occupez de CRIPAD aujourd'hui, notamment, entre autres. Hein. Oui. Ça marche très bien en France, en Europe, ailleurs, par-delà les frontières européennes? Ouais, le pays le plus actif au niveau de CRIPAD, c'est clairement l'Allemagne. En fait, notre logiciel a plus de succès en Allemagne. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, il y a eu plusieurs raisons. Alors, déjà, de manière générale, les Allemands sont beaucoup plus sensibles à la vie privée. Il y a des raisons historiques. Hein. Je ne veux pas aller dans ces débats-là, mais il y a une sensibilité beaucoup plus importante au domaine de la vie privée. Après, nous, on a eu aussi des relais là-bas. C'est-à-dire que notre logiciel a été mis en place par le Pirate Party allemand. Ça a crédibilisé aussi ce qui a été fait. Le monde de l'éducation s'est aussi emparé du problème. En fait, communauté du libre peut-être aussi active en Allemagne? Tout à fait, les communautés du libre sont très actives. Donc il y a des relais pour faire connaître le logiciel, et ça fait partie du gros problème. En fait, il faut faire connaître les logiciels. Ça, c'est alors, juste, puisqu'on arrive déjà à la fin de notre entretien, ça va très vite. XWiki, qu'est-ce qu'on trouve derrière XWiki? Alors, notre société, XWiki, qui est 45 personnes, fait du libre depuis 19 ans. En fait, nous, notre choix, ça a été de développer que du libre et de trouver le moyen d'en vivre.
ce qui est quelque chose qui marche. En fait, nous, on a réussi à prouver quelque part que c'est faisable, et ce, sans investisseurs. C'est-à-dire que XWiki, c'est une société qui s'est entièrement développée uniquement avec l'argent des clients, des aides aussi, mais on a réussi à garder notre indépendance et à permettre d'avoir la liberté de choix sur la façon dont on fait les choses. Et donc, aujourd'hui, en fait, on fait 2 logiciels. Donc, CryptPad, c'est celui dont on a parlé, qui est le logiciel à divulgation nulle. C'est un logiciel qu'on a commencé il y a 5 ans. Non, 7 ans maintenant. Et par contre, le logiciel phare de la société XWiki, c'est le logiciel qui porte le nom de la société, XWiki, et qui fait du knowledge management et qui est utilisé par tout un tas de grandes boîtes comme alternative pour partager de l'information dans les entreprises en base de logiciels libres. Merci beaucoup, je suis désolée, on arrive déjà à la fin. C'était passionnant. Merci beaucoup Ludovic Dubost d'XWiki et Jean-Paul Smets de RapidSpace. À suivre notre chronique Oval Web. On va reparler aujourd'hui des NFT qui entrent au musée. Les musées se mettent au NFT. Cette fois, c'est le célèbre centre Georges Pompidou à Paris qui se lance dans l'aventure des tokens. Il devient le premier musée national français à acquérir des NFT. Jusqu'à présent, les institutions culturelles se montraient difficiles face à la frénésie des NFT. Dès le printemps, donc, vous pourrez admirer, en plus de la collection du Musée national d'art moderne, 18 œuvres numériques, la plupart liées donc aux jetons non fongibles. Le musée promet de remettre en contexte ces œuvres numériques, notamment par la présentation de certificats, car ils font partie, c'est vrai, partie intégrante de l'histoire de leur dématérialisation, affirme le conservateur. Parmi ces œuvres, le CryptoPunk #110 et Autoglyph #25, vous les voyez derrière moi, c'est le studio NFT Yuga Labs qui a fait don de ce CryptoPunk à l'établissement français. Depuis des mois, le studio parcourt le monde, frappe à la porte des musées les plus importants dans le but de démocratiser les œuvres de la collection. Au mois de novembre, elle avait fait don d'un CryptoPunk #305 à l'Institut d'art contemporain de Miami. L'intérêt de ces collaborations, c'est aussi et surtout d'accroître la légitimité des NFT et de la blockchain dans le monde artistique et de montrer que ces œuvres ont bel et bien leur place aux côtés d'autres créations artistiques. C'était Smart Tech. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des sujets de souveraineté numérique, technologique, de la sécurité aussi de nos échanges avec des révélations. Merci beaucoup Jean-Paul Smets pour votre témoignage. Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace. Et merci beaucoup à Ludovic Dubost, fondateur d'XWiki aussi pour vos explications. On se retrouve évidemment dès demain. Demain sera le débrief de la tech.